Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager un petit peu une espèce de petite méthode que j'ai mise en place à force de travailler avec des ingé-mix pour mixer les morceaux de mon projet solo qui s'appelle Vindilis. Parce que je trouve que finalement, on entend beaucoup parler de tutoriels et de méthodes pour aider les gens qui se forment eux-mêmes à mixer des morceaux. Mais je trouve que la question est rarement abordée du point de vue de l'artiste qui a besoin de faire mixer ses morceaux par quelqu'un d'autre. Il y a tout un vocabulaire technique qu'on maîtrise pas forcément, parfois on sait pas trop à quoi s'attendre, on aimerait que ça sonne mieux, mais en même temps on sait pas forcément trop définir ce qu'on appelle sonner mieux. Et donc au fil des années, finalement, je me suis rendu compte que naturellement, j'adoptais un peu des petites pratiques pour que ça se passe le mieux possible, bien sûr, et pour éviter de tomber dans certains pièges dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc le premier élément auquel je fais attention quand je travaille avec un ingé mix, c'est d'essayer de lui donner un maximum de contexte sur mon morceau et sur ma musique. Là, je pars du principe que on travaille avec un ingé mix qui est une personne distincte de la personne avec qui on a travaillé pour la production, ou alors qu'on a tout fait tout seul, et donc on a juste besoin d'un mixeur. Donc là, l'idée du contexte, ça va être de donner un maximum d'éléments à l'ingé mix qui va lui permettre de se projeter sur notre travail. Parce que pour moi, le mix, ça n'est qu'une des étapes de la grande histoire qu'on essaye de raconter avec notre morceau, qui est une histoire qui a démarré au moment de l'écriture, du texte, de la mélodie, de l'harmonie, puis qui se prolonge dans l'enregistrement, où on va déjà faire des premiers choix de hiérarchie par rapport au timbre, par rapport à l'intention de jeu qu'on met dedans. Donc au moment où on arrive au mix, en fait on a déjà plein d'éléments qui racontent une histoire et qui vont dans un sens de dire ok, voilà mes personnages principaux, voilà mes personnages secondaires, voilà les moments où il y a beaucoup d'action, et au contraire, voilà les moments où on est plus calme, on est plus introspectif, et on veut que le mix continue à raconter cette histoire. On veut que le mix s'appuie sur ces éléments-là et en décuple l'intensité émotionnelle. Et donc donner du contexte, pour moi, ça peut prendre deux formes. La première forme, c'est d'essayer de décrire justement cette histoire-là. Est-ce qu'on veut quelque chose de très dynamique, donc avec beaucoup d'écart entre les passages forts et les passages faibles, ou au contraire quelque chose d'assez tenu, d'assez punchy, avec une énergie assez constante pendant le titre. Aussi en termes de couleur d'EQ, est-ce qu'on veut quelque chose d'assez sombre, d'assez feutré, d'assez intimiste, ou au contraire quelque chose de plus brillant, avec des cymbales plus ouvertes, etc. Aussi en termes de reverb, est-ce que j'imagine une petite pièce, une ambiance plus cosy, etc. Ou est-ce qu'au contraire je veux un grand espace, quelque chose qui se déploie comme ça et qui invite à la rêverie. Et donc déjà ça donne une vision d'ensemble, on va dire. Et ensuite le deuxième élément de contexte que je donne, c'est que je relie ça à des morceaux de référence. Donc les morceaux de référence, c'est des morceaux du commerce qui existent déjà et qu'on va choisir spécifiquement pour en fait inspirer et orienter un petit peu les choix que va faire l'ingé mix. Donc ce qui est important pour moi, en tout cas personnellement, la manière dont moi je choisis les morceaux de référence, c'est de les choisir de manière circonstanciée. L'idée là, c'est que on s'adresse du coup à un ingé mix, donc il faut pouvoir lui donner des références qui ont du sens par rapport au mixage. C'est pas forcément d'ailleurs les morceaux qu'on aurait choisis pour travailler avec un réal pour la prod. Je pense que c'est des références qui doivent aiguiller le mixeur sur la hiérarchie des éléments, sur la couleur, sur l'EQ, sur le niveau de saturation, sur le choix des reverbs, plutôt donc de cet ordre-là. Et donc pour ça, à mon avis, il faut que chacune des références qu'on joigne soit liée à une chose particulière qu'on aime dans cette référence. Donc ça peut être par exemple, je te donne ce morceau des Stones parce que j'adore le son de la batterie. Mais je te donne tel autre morceau des Floyd parce que j'adore la reverb sur la voix. Et donc j'aime bien avoir quelques morceaux de référence, pas non plus une dizaine parce que ça risque de faire trop d'informations, mais en avoir peut-être un au global pour l'ambiance générale, et puis peut-être deux en plus pour un élément en particulier, la voix, peut-être la batterie, peut-être la basse, etc. Ensuite, la deuxième étape, je dirais, c'est, une fois que l'ingé mix nous envoie une première version, c'est d'avoir ce que j'appelle un plan d'écoute. C'est-à-dire ne pas tout de suite se précipiter sur n'importe quoi ou l'écouter avec son téléphone et se gâcher, on va dire, cette première écoute. En fait, je dirais que cette première écoute, elle est hyper importante à la fois parce qu'elle va nous permettre d'avoir une espèce de fraîcheur et de voir tout de suite les choses qui vont fonctionner, pas fonctionner. Et en même temps, je dirais qu'il faut aussi s'en méfier parce que c'est une écoute qui est assez déstabilisante parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent en même temps par rapport à ce qu'on a connu de la démo et des versions précédentes du morceau. Donc moi, la méthode que j'utilise maintenant, c'est que je me fais donc ma première écoute du coup de cette première version du mix sur mon système d'écoute favori. Donc il se trouve que c'est ces enceintes-là qui sont juste ici, que je connais bien, etc. Donc comme ça, j'enlève déjà le facteur de je connais pas bien le système d'écoute, je sais pas où je suis, etc. La seule variable, on va dire, c'est la musique qui en sort. Donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Et je prends toujours des notes pendant cette première écoute. Et en fait, mes notes, ça va être
les choses qui me sautent directement aux oreilles. Donc, ça, par exemple, c'est beaucoup trop fort. Je le voyais pas comme ça, la reverb, machin, etc. Et je me note vraiment ces toutes premières impressions de manière hyper spontanée, et ensuite je réalise plusieurs autres écoutes. Donc c'est-à-dire que là, j'ai toujours pas encore recontacté mon ingé mix, ou alors je lui dis super, j'ai reçu la première version, etc. Mais je lui fais pas encore mes retours. Je vais écouter à un niveau sonore beaucoup plus faible, et ensuite à un niveau sonore plus fort, sur le même système d'écoute. L'oreille humaine, elle réagit pas de manière linéaire au volume. C'est-à-dire que quand on écoute à très fort volume, on se rend moins compte des plus petites variations de volume qu'il y a entre les éléments que quand on écoute à plus faible volume. Et de même, la perception de l'EQ est différente en fonction du volume. Ça m'aide justement à avoir deux perceptions différentes et complémentaires. En général, on écoute à plus faible volume quand on veut vraiment se rendre compte des différences de hiérarchie, et il se trouve qu'à très faible volume aussi, on entend très bien les degrés de compression. Et ensuite, j'écoute à fort volume, parce que ça me donne une meilleure représentation de la couleur et de l'EQ global de mon morceau. Donc est-ce qu'il y a assez de bas ? Est-ce qu'il n'y a pas des aigus qui vont être trop criards ? Est-ce que les mids sont bien équilibrés, etc. Donc, une fois que j'ai fait ma première écoute, mes écoutes à faible et fort volume sur le même système, ensuite, je fais plusieurs écoutes sur d'autres systèmes. Donc je vais sortir les écouteurs Bluetooth, je vais sortir l'enceinte Bluetooth. J'ai pas de voiture, mais si j'avais une voiture, j'écouterais dans la voiture. Ces écoutes-là, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles vont mettre en lumière des choses différentes par rapport au morceau. L'écoute sur la petite enceinte Bluetooth, par exemple, déjà c'est une écoute qui est mono. Ok, il y a peut-être deux haut-parleurs sur l'enceinte Bluetooth, mais ils sont vraiment séparés de 10 cm, donc si on la met au milieu du salon, en fait on reçoit quelque chose qui est mono. Donc on se rend assez compte finalement de l'impact que va avoir notre musique, même si on n'a pas la beauté, on va dire, de la stéréo, d'une super écoute avec deux belles enceintes. Alors ensuite, il y a l'écoute aux écouteurs Bluetooth qui est assez intéressante. En général, je la fais dans la rue. Ça me permet de voir en fait si on arrive à tout bien percevoir, même quand on est dans un environnement bruyant. Donc ce que j'aime bien dans le fait d'écouter sur comme ça plein de systèmes différents, etc., c'est qu'à chaque fois, je vais avoir des conclusions différentes que je note, du coup, toujours dans mon carnet, à côté de mes notes de la première écoute. Et un des gros bénéfices de faire ça, c'est que mécaniquement, j'ai écouté le morceau pas mal de fois finalement. J'ai écouté cette version-là du mix peut-être 6, 7, 8 fois. Et ça m'amène du coup au troisième point de cette vidéo, qui est que l'erreur que j'ai fait, je pense, beaucoup au début quand je travaillais avec des ingé mix et que j'essaie de plus refaire maintenant, c'est de réagir trop vite. J'étais pris par cette première écoute et les choses qui me gênaient, j'avais tout de suite envie de les corriger. Je me disais, ah ouais non, attends là, c'est pas possible, la voix elle est beaucoup trop forte, ou alors on n'entend pas du tout assez la batterie ou machin. Sauf que dans certains cas, j'étais plus pollué par la mémoire des anciennes versions que j'avais du morceau, donc de la démo, de la mise à plat, où tout était fait un petit peu à l'arrache, etc. Et c'était plus le fait de pas retrouver cet équilibre-là qui me déstabilisait, plutôt que le niveau réel, on va dire, dans lequel les éléments étaient finalement agencés dans le mix. Et donc ce que j'aime bien dans le fait d'avoir écouté plusieurs fois avant de réagir, c'est que justement ça supprime un peu cet effet-là. C'est-à-dire qu'on a noté des choses à la première écoute, et si on écoute peut-être 6, 7, 8 fois, peut-être à la 8e écoute, on va se dire « Ok, ça, je sais que c'est trop fort. Je me rends compte, c'est pas simplement parce que j'étais habitué à une version précédente, c'est vraiment trop fort, par exemple. » Et à l'inverse, je me rends compte quasiment à chaque fois qu'il y a des choses que j'avais notées à la première écoute et qui en fait disparaissent au fil des écoutes. Peut-être je me disais « Ah ouais, mais la basse, elle a un son bizarre. » Ok, mais en fait, j'écoute 8 fois et à la fin je me dis « Non, mais finalement, ça complémente bien, par exemple, le bas du piano, ça laisse de la place pour la guitare, etc. » Donc en fait, finalement, ça marche. Et donc du coup, ma remarque, elle s'évanouit d'elle-même. J'ai fait disparaître cette espèce de mémoire fantôme de mon morceau précédent et qui en fait me polluait. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que les auditeurs, ils savent pas comment sonnait la démo. Donc nous, ce qu'on essaye de faire quand on reçoit une première version d'un ingé mix, c'est de se mettre à la place de quelqu'un qui n'a jamais écouté le morceau. Et donc c'est là où il y a aussi un équilibre à trouver, parce que si on l'écoute trop de fois, on peut aussi perdre cette fraîcheur. Et donc c'est pour ça que moi, l'équilibre que j'ai trouvé personnellement, c'est de noter ma première impression, et en même temps de la rechallenger à la 7-8e écoute avant d'envoyer du coup mes retours à l'ingé mix. Donc une fois qu'on a bien écouté, qu'on a toutes nos petites notes, etc., là on est prêt à faire nos retours à notre ingé mix. Et là, c'est pas forcément évident. Pourquoi c'est pas évident ? Parce que, en fait, il s'agit de décrire le son. Or, décrire le son, c'est pas forcément facile, parce que le son c'est quelque chose d'un peu immatériel, on a tous un peu des adjectifs différents pour décrire des sensations, et donc là il faut trouver en fait un langage commun avec son interlocuteur, à savoir l'ingé mix. Et donc ça, moi la méthode que j'emploie, c'est que, en fait c'est un peu empirique quoi, c'est-à-dire que à force de travailler avec des gens qui sont dans le son, des musiciens, des ingés, et en fait je me rends compte qu'ils utilisent toujours parfois un peu les mêmes termes, et j'essaye d'utiliser les mêmes termes qu'eux. Par exemple, ils vont utiliser le terme boxy pour dire qu'il y a trop de fréquences médium,
ou boomy quand il y a trop de plutôt bas médium. Et donc ce que j'aime bien avec ces adjectifs, c'est qu'à la fois ils sont suffisamment précis pour évoquer un problème qui se situe dans une plage de fréquence et que l'ingé mix va pouvoir régler, mais en même temps ils sont suffisamment vagues pour laisser à l'ingé mix la possibilité de « Ok, il me dit, les guitares sont un peu piquantes. » Mais est-ce que c'est du piquant à 3 kHz ou est-ce que c'est du piquant à 5-6 kHz? Finalement, ça c'est à l'ingé mix de le décider et de voir comment ça va s'intégrer dans le mix. Moi, je préfère utiliser ces adjectifs-là parce que je trouve qu'on les comprend et qu'ils disent juste ce qu'il faut sans être trop directif par rapport à ce que l'ingé mix fera de manière logique par rapport à ce qu'il a dans sa session. Et ensuite, l'autre chose, c'est de faire des retours, on va dire, suffisamment précis et qualifiés. Et donc à chaque fois que je fais un retour, j'essaye de répondre à plusieurs questions pour être le plus précis possible dans ce que je veux qualifier. Donc la première question que je me pose, c'est de qui on parle. Est-ce qu'on parle de la batterie complète ou est-ce qu'on parle juste des overheads ou du son de la snare? Est-ce qu'on parle de toutes les guitares ou juste de la guitare acoustique qui est à droite? La deuxième, c'est de quoi on parle. Donc est-ce qu'on parle d'un équilibre de volume? Est-ce qu'on parle d'un équilibre fréquentiel? Est-ce qu'on parle d'une quantité de reverb? Est-ce qu'on parle d'une quantité d'effet, de saturation, etc. Ensuite, la troisième question que je me pose, c'est combien? Donc là, c'est d'évaluer en fait la quantité de problèmes qu'on peut avoir. Est-ce que les guitares sont juste un peu trop fortes ou est-ce qu'elles sont vraiment trop fortes? Et donc après, c'est au mixeur de décider si ça va être 1 dB, 3 dB, 6 dB, voire plus. Et la dernière question que je me pose, c'est quand? C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème qui survient pendant toute la durée du morceau ou est-ce que c'est juste à une section, etc. Et donc une fois que j'ai fait tous mes retours, j'envoie ça à l'ingé mix et puis j'attends du coup qu'il me renvoie une deuxième version. Ensuite, il arrive parfois qu'on soit bloqué en fait dans un mix, c'est-à-dire que il se peut qu'il y ait des problèmes qui soient difficilement solubles. Donc ça, c'est un cas dans lequel on aimerait ne pas se retrouver, mais qui arrive de temps en temps. Le mix, ça n'est qu'une des étapes du processus de production, et elle se repose exclusivement sur les étapes qui la précèdent. Et donc l'étape du mixage, c'est aussi parfois une étape dans laquelle on se rend compte que il y a des choses qui vont pas vraiment fonctionner. Peut-être que tel arrangement de synthé, il est trop similaire à tel autre arrangement, et que les deux ensemble, on va jamais vraiment réussir à les séparer, et ça crée quelque chose qui est plus brouillon qu'autre chose. Peut-être qu'on a envoyé 4 pistes de guitare qui jouent le même riff en se disant c'est super, au mix ça va épaissir, etc. Mais en fait on se rend compte que les sons sont trop différents ou que ça prend vraiment trop de place. Et donc du coup ça, je pense qu'il faut être capable aussi d'accepter que parfois l'ingé mix va nous faire des propositions, soit de retirer tel ou tel arrangement, soit au contraire de doubler telle ou telle piste. Moi j'essaie de pas être fermé à ça parce que je sais qu'il y a une relation très étroite entre l'arrangement et le mixage. Je préfère dire adieu à un petit pad en plus ou à une troisième guitare qui double le reste et en me disant ok ça sert l'ensemble plutôt que tenir absolument à tous mes arrangements. Mais ça c'est une question personnelle, après à vous de voir comment vous travaillez et aussi selon les personnes avec qui vous avez travaillé qui sont peut-être pas les mêmes selon les différentes étapes, mais c'est bien d'avoir toujours cette flexibilité là. En tout cas moi c'est quelque chose que j'essaie de faire parce que en général à la fin c'est ça qui va servir le morceau et l'ingé mix lui il a une vision qui est assez globale du titre et il va être capable de voir aussi, de nous aider sur est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas. Bah voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi c'est une espèce de méthode que j'ai apprise de manière complètement empirique parce que c'est à force de travailler avec des gens et il se trouve que je fais aussi du mix pour d'autres artistes donc c'est marrant d'avoir un peu les deux côtés et je pense que le fait d'avoir du coup les deux côtés ça m'a aidé à développer un peu ces petits automatismes, ces petits réflexes du coup par rapport à sa collaboration en tant qu'artiste avec un ingé mix. Et voilà, dites-moi comment vous travaillez en commentaire, si vous avez des méthodes spécifiques pour écouter des premières versions, pour faire vos retours. Je serais très curieux de vous lire en commentaire. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!